on est rentré en contact dans le cadre de l'organisation de ce meet-up. Et c'est vrai que pour nous, avocats un petit peu au cœur des réflexions sur l'intelligence artificielle et sur les conséquences que ça peut avoir sur notre activité, c'était l'occasion de participer à cette réflexion. Le concept, on trouvait ça plutôt sympa. C'est vrai qu'on n'est pas... parce que personnellement, je ne suis pas forcément habituée. Donc il se trouve qu'il faut s'adapter, donc c'est bien. Juste très brièvement, le cabinet Soulier est un cabinet lyonnais qui a 60 ans d'ancienneté, donc il y a une coexistence de différentes générations. On est toutes au service des clients et on essaye effectivement de s'adapter à leur activité qui évolue et aux nouvelles technologies qui accompagnent en fait ce développement. Que dire d'autre? On est un cabinet généraliste, donc on intervient dans différents domaines du droit. Tant en conseil, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises, des entrepreneurs dans le cadre effectivement de leur activité, de leur développement, de leur restructuration, de tous leurs projets. Et puis aussi en activité contentieuse qui fait partie quand même d'un volet de l'activité de l'avocat qui est important. Quoi vous dire d'autre? On est au cœur des nouvelles technologies. C'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'on est conscient que les nouvelles technologies qui nous entourent sont des instruments de communication et de meilleurs services, en tout cas, rendus à nos clients. Donc on a toujours été, en tout cas on avait toujours essayé d'être un petit peu à la pointe de ça. Et c'est vrai que là, par rapport à ce sujet, qui est quand même, j'allais dire, aux portes des cabinets, enfin Shems on parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais en tout cas, dans certains cabinets, l'intelligence artificielle est déjà rentrée. Et donc c'est important, et c'était important aussi pour nous, en co-organisant et en vous accueillant ici ce soir, de participer aux réflexions autour de ce sujet qui est un enjeu important pour tout le monde. Juste vous présenter la Dream Team féminine du cabinet. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ce soir, enfin de manière générale, la profession se féminise beaucoup, donc, mais il y a quand même des hommes. Donc Shems qui interviendra tout à l'heure dans un des ateliers, un petit peu sur la pérennité de notre profession face à l'intelligence artificielle. Donc Flore Fogliatier et Stéphanie Lavordios qui interviennent principalement dans l'activité contentieuse du cabinet en matière de droit économique, droit commercial, droit de la propriété intellectuelle, aussi toi pour Flore, et puis droit de la concurrence Stéphanie. Donc bienvenue à tous et bon meet-up. Merci. Fabien, je te donne le... on peut l'applaudir parce qu'il nous accueille quand même ce soir. Voilà, je tiens à remercier le cabinet Soulier puisque en effet il nous accueille, il nous offre même la nourriture, on aura un petit buffet. Et le vin, surtout le vin, du très bon vin. Ils ont carrément ramené un caviste pour qu'on ait du super vin ce soir, donc là, ça vole haut. Moi j'avais une petite question, est-ce que ces bouquins vous les utilisez? Non, je me disais. Oui, justement, ça, on en a discuté tout à l'heure. On est arrivé ici en 2008 et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai quelques souvenirs d'avocats, les consultants, mais non. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que ça s'arrête. Très ponctuellement, quand on a besoin de citer des décisions très anciennes quand tout était qui sont pas informatiques. Il y en a qui sont vraiment du début du XXe siècle, des décisions. Ouais. Elles ne sont pas toutes mises en ligne sur les sites, mais la majorité sont. Encore de l'information dans les livres des fois. Voilà. Quelle belle démonstration. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un peu moins nombreux que prévu. Du coup, je pense qu'on va pas avoir à faire le système qu'on avait prévu, comme c'est des petites salles, de faire 4 ateliers où on tourne et où les intervenants à chaque fois répètent ce qu'ils ont déjà dit et dans lequel ils ne peuvent pas assister eux-mêmes aux présentations des autres intervenants, etc. On va profiter du fait qu'on soit un plus petit nombre pour essayer d'être tous ensemble au même endroit et que les 4 interventions se suivent les unes après les autres de façon plus traditionnelle. Le but quand même c'est de conserver le côté un peu interactif qu'on avait prévu, donc surtout en effet l'intelligence artificielle concernant la justice. C'est, comme elle l'a dit tout à l'heure, aux portes des cabinets, mais c'est aussi la justice, quelque chose de sociétal, quelque chose qui nous concerne tous. On vit tous dans un État qui a sa justice. Donc on a tous le droit et le devoir de porter une réflexion là-dessus, sur ce qu'implique l'intelligence artificielle concernant la justice. Donc sur un thème comme celui-là, peut-être encore plus que tout autre, c'est important d'avoir des interactions et que ce ne soit pas juste des intervenants qui balancent le savoir, qu'ils ont on va dire, les débuts de savoir qu'ils ont, puisqu'il n'y a même pas encore
forcément de savoir très formalisé là-dessus, c'est le début, on cherche. Donc voilà, c'est dans l'interaction qu'il y a un intérêt d'avoir ce genre d'événement et vous êtes vraiment invités à participer, à couper la parole aux intervenants, à les mettre en difficulté, à leur poser des questions pièges. Vous n'hésitez pas, c'est fait pour et c'est comme ça qu'on... Pas pour Shems, non. Pas pour Shems. Voilà, parce que Shems, elle est avocate, elle vous mettra un procès sinon. Voilà. D'ailleurs, en parlant de droit, vous allez avoir une petite chose à subir, c'est-à-dire que comme on est dans un cabinet, le meet-up doit être... comme on dit, bien ficelé. Et donc, cette fois-ci, comme on a comme d'habitude notre caméraman qui est là, on va devoir vous faire signer un petit papier qui nous autorise derrière à publier la vidéo sur YouTube du Meetup. Donc, Shems vous fera tourner un petit papier. Je vous invite à signer. Si vous êtes absolument contre, cachez-vous derrière Virgile et débrouillez-vous. On vous floutera. Quoi ? On floutera. Voilà, on floutera ceux qui veulent vraiment pas apparaître, mais a priori, de toute façon, c'est surtout les intervenants qui apparaissent et eux, j'ai leur accord. Voilà, je crois que j'ai fini, donc allons-y, on est de l'autre côté du cabinet pour les présentations, dans une salle où on a des chaises, à pas rester assis debout pendant 1 heure, et puis j'espère que vous allez apprécier. Merci. Guillaume. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et le titre de la conférence, mon slide, c'est Intelligence artificielle d'une société démocratique vers une société totalitaire. Alors, non pas que l'intelligence artificielle, non pas que la société va passer de démocratique à totalitaire, mais comme on va le voir, il y a des technologies qui sont accessibles à tout le monde et qui peuvent faire qu'on va retourner l'intelligence artificielle, les preuves contre nous-mêmes, et on va retourner le système judiciaire contre nous-mêmes. C'est ce qu'on va voir. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui. Okay. Donc, non mais super. On est entre nous, hein. Soyez pas. Donc, des conneries, dites-tout. Oui, non, n'hésitez pas. Donc, je commence par une citation de Max Weber, qui est un sociologue qui a dit que l'État a le monopole de la violence légitime. Donc, on vit en société. Si on n'a pas de règles dans la société, c'est la vraie anarchie. Et donc, on est prêt à perdre une partie de notre liberté. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de se faire justice soi-même. On donne ces droits à une institution, l'État, qui va le faire pour nous. Elle est censée être juste, elle est censée être neutre. Et on va commencer. Je commence pour vous montrer un peu l'état actuel de l'intelligence artificielle dans la justice. Donc, c'est de la violence légitime à la prévention légitime. Pendant longtemps, la justice, elle a fait que punir des crimes ou des délits, peu importe, des actes qui ont été mauvais pour la société. Actuellement, il y a des intelligences artificielles qui permettent aux États-Unis de passer de cette répression à une prévention. Donc, quelques exemples. Il y a une IA qui distribuait les forces de police. Donc, j'avais une prof de fiscalité qui avait son neveu qui bossait aux États-Unis. Et sa start-up, tout simplement, elle redistribuait les forces de police. Et ces policiers faisaient de la prévention, par exemple, dans les quartiers un peu chauds. Et ils toquaient, ils disaient, écoutez, votre fils, on se rend compte que votre fils a beaucoup de chances de faire un crime. Surveillez-le. En tout cas, nous, on le surveille. Donc je ne sais pas si c'est éthique ou pas, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. En tout cas, c'est ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Je ne sais pas si c'est possible en France, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Quelques petits chiffres au niveau de la justice américaine. Donc il y a un condamné à mort sur 25 qui est innocent. Il faut savoir qu'en moyenne, quand il y a un condamné à mort, donc ceux qui sont innocents, la plupart sont pas morts, ils sont pas morts. Donc ils passent 39 ans en moyenne dans la chambre de la mort. Et quand ils sortent de la chambre de la mort, il faut savoir qu'ils signent un papier comme quoi ils n'ont pas le droit de porter plainte contre le gouvernement. Donc soit ils partent en procès contre le gouvernement et ils ont le droit des indemnités, soit ils signent un papier, donc ça dure 15 ans, le procès, etc. Soit ils signent un papier comme quoi ils peuvent sortir tout de suite, l'État s'excuse et ils partent, mais ils n'ont pas le droit d'avoir l'indemnité. Il faut savoir qu'il y en a eu, combien ? Il y en a eu une quarantaine, je crois, ces dernières années, pour qui ça s'est passé. Autre point qui va me servir pour après, il y a 20 000 erreurs judiciaires administratives aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un procès, on va leur, les scripts, je ne sais pas comment ça se passe, font une erreur quand ils rentrent le procès dans le fichier informatique. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent avec, un excès de vitesse et qui se retrouvent avec braquage à main armée dans leur fichier. Donc ils sont pas fait de prison, mais dans leur fichier c'est noté que c'est comme ça. Et donc aux États-Unis, tous les fichiers tout ce fichier criminel est accessible pour tout ce qui est banque, quand vous êtes employé, quand vous voulez louer un logement, quand vous voulez vous faire salarier. Donc tout le monde y a accès et ça pose de gros soucis parce que ça prend entre 1 an et demi et 3 ans pour modifier ces erreurs judiciaires.
et c'est là où ça devient important, c'est qu'il y a une IA dans le Wisconsin qui s'appelle Compass, et qui actuellement donne les peines. C'est-à-dire qu'en fonction, donc elle va vous scorer, elle va vous donner une probabilité pour vous de renuire à la société, et c'est elle qui va dire votre quantum de peine. Actuellement, il y a un procès qui se passe aux États-Unis parce qu'il s'avère que cet algorithme est un peu, pas raciste, mais disons qu'il a pris nos biais de la société. Et donc actuellement, il y a un jeune blanc de 16 ans qui a volé un scooter, qui a eu un quantum de peine moindre qu'un noir de, je sais plus, 17 ans qui avait volé un vélo. Voilà. Et donc actuellement ça fait gros buzz, ça fonctionne apparemment plutôt pas mal, et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc ensuite, là on va vraiment rentrer dans le cœur du meet-up, c'est la preuve judiciaire. Donc il y a des cas de technologies qui relancent vraiment les dés et qui font que si quelqu'un est vraiment mal intentionné contre vous, on peut vraiment retourner le système judiciaire contre vous. Et une fois que c'est une grande machine, une fois que le système judiciaire est vraiment contre vous, ça peut vraiment aller très loin. Donc le premier point dont je voulais vous parler, c'est la voix. Les écoutes téléphoniques, la voix est quand même hyper importante. Je ne suis pas avocat, hein, mais il me semble que c'est quand même important, toutes ces écoutes. Et il y a une startup qui s'appelle Lyrebird qui a sorti une intelligence artificielle et qui l'a donnée au grand public parce qu'elle était trop dangereuse pour la société. C'est simple, avec 60 secondes de votre voix, peu importe où on la prend, on est capable de vous faire dire n'importe quoi. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Dites-moi qui c'est. This is an artificially generated voice by Lyrebird. It does not convey the opinion of Donald Trump. I am Donald Trump. This is very, very important. Let me tell you. This year, I am coming to the UCLIB conference. I have heard many, many things about this conference. It's a tremendous conference. I would like to meet the best researchers who wants to see me. I love you all. It's going to be huge. Believe me. Voilà, donc ça c'est la voix de Donald Trump. Ça a été fait par un algorithme qui a pris, bien sûr, c'était 1 minute de vidéo, mais pas du tout ce qu'il vient de dire. Donc en fait, on tape à l'ordinateur les mots qu'il veut dire, les phrases qu'il veut dire, et on lui fait dire ce qu'il veut. Voilà, donc la société s'est rendue compte que c'était tellement dangereux qu'on n'a pas vraiment de solution. Disons qu'ils savaient que c'est trop dangereux, et que c'est tellement facile à faire qu'ils l'ouvrent au grand public dans quelques mois qui vont venir, et ils vont se dire ça va forcer les États à se mettre à niveau à ce niveau-là, parce que sinon on va avoir des gros soucis. Deuxième souci dont je voulais vous parler, c'est la vidéo. Là, j'ai pas le grand écran, je vais essayer de mettre en grand pour vous. A significant difference to previous methods is the re-rendering of the mouth interior. To this end, we resynthesized the mouth interior of the target actor using video footage from the training sequence based on temporal and photometric similarity. Ouais. As we can see, we are able to generate a realistic and convincing reenactment result. On prend une vidéo YouTube et le monsieur change, fait des mimiques sur son visage, et la vidéo YouTube est automatiquement en temps réel modifiée. Note that the target actor is re-rendered in a neutral pose. C'est bouche. On the right, we can see the final output of our method. Je vais vous montrer. Donc là, c'est des chercheurs américains qui ont développé une technologie qui permet en fait tout simplement de prendre une vidéo, qu'avec 15 minutes de vidéo de vous en ligne, on peut vous faire, on peut changer vos traits du corps et vous faire parler. Donc on voit sur la vidéo que le monsieur ouvre la bouche, la vidéo ouvre la bouche, c'est en temps réel. Donc on peut même penser à des attaques man in the middle, c'est-à-dire que imaginons qu'on soit vraiment, qu'on veuille faire qu'on veut faire un peu une fake news sur internet et qu'on veut utiliser ça contre vous, on peut par exemple faire Donald Trump qui dit une grosse bêtise et on s'intercepte entre votre connexion à YouTube, on fait un faux site et on peut permettre de modifier ces traits. Donc en fait on peut modifier la voix, on peut modifier l'image. Et troisième point dont je vais vous parler, l'écriture. Donc il y a, encore une fois, l'écriture c'est aussi un point important, les preuves écrites, je ne sais pas ce que ça dit, mais il me semble que c'est important. Et pendant longtemps, c'était très compliqué, on avait comme des spécialistes qui regardent si c'est de votre écriture ou non. Pendant longtemps, ils regardaient aussi notamment pour les fraudes, parce que je viens de la compliance, pour les fraudes au niveau des fraudes de chèques, ils regardaient notamment si c'était fait au stylo ou non. Vous savez qu'avant, quand on fait une signature, généralement c'était imprimé au début, et quand on imprime, il n'y a pas de superposition d'encre. Et donc on regardait s'il y avait des superpositions d'encre au niveau du stylo. Actuellement, il y a des technologies qui coûtent 400 € et qui permettent à n'importe qui, en prenant quelques lignes de votre écriture, de la copier. Et on achète ça sur internet. Ça s'appelle AxiDraw et ça coûte 400 €. Donc là c'est un exemple que je vais vous montrer. C'est une journaliste chez BBC. Elle a fait quelques écritures et là le monsieur recopie son écriture pour lui montrer. Voilà, ça ressemble.
Ouais. Voilà. Donc là maintenant, quelqu'un vraiment mal intentionné peut faire votre voix, peut faire votre image, et peut en plus faire votre écriture. Alors bien sûr, il faut trouver le moyen d'avoir votre écriture, c'est pas très compliqué. On fait une fausse annonce Le Bon Coin, on essaie de choper un texte manuscrit, enfin on se débrouille. Quelqu'un peut vraiment vous faire du mal. Le dernier point que je voulais vous parler, les métadatas. Donc les métadatas, vous savez un peu ce que c'est Donc en fait, c'est toutes vos interactions, soit avec des gens, soit avec des systèmes. Quand vous vous connectez sur Facebook, on ne sait pas ce que vous faites dans Facebook, mais le fournisseur d'accès, il sait où est-ce que vous étiez, donc votre IP, il sait combien de temps vous êtes connecté et sur quel site vous êtes allé, par exemple. Et pareil, quand vous téléphonez, quand vous avez un SMS, on sait à qui vous avez envoyé, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Théoriquement, on n'est pas censé savoir ce qu'il y a dedans. On sait, quand vous appelez, on sait qui vous avez appelé, combien de temps vous avez appelé. Et tout ça, ça permet au niveau de la justice, c'est très regardé, parce que ça permet de faire des liens, notamment, je sais pas, quand on parle d'escroquerie, qu'après on va parler de l'escroquerie en bande organisée. Pour remonter les réseaux, c'est quand même utilisé, parce que c'est comme ça qu'on découvre les liens, c'est ces métadatas. On savoir qu'avant, il y avait une technologie qui permet d'éviter ça, qui s'appelle Tor. La NSA a trouvé un moyen d'éviter ça, et donc en fait, il faut savoir que l'intelligence artificielle permet, en fait, on se rend compte dans des choses toutes bêtes, qu'on est chacun spéciaux et qu'on a chacun notre propre façon de le faire. Donc la NSA regarde sur Tor, sur les darknets, vos mouvements de souris, et ces mouvements de souris, quand vous êtes connecté sur l'internet réel, ils vous comparent et ils arrivent à profiler les gens. C'est comme ça qu'ils ont revu les derniers grands hackers, les dernières grandes marketplaces interdites. Il faut savoir aussi que la NSA vous profile en fonction des visites de sites que vous avez visités. Donc chacun a un historique. La NSA dit qu'à partir de 17 sites, en fonction du temps, de l'ordre et d'autres choses dont on ne sait pas, ils arrivent à savoir si c'est vous ou non qui faites quelque chose. Donc là, on peut imaginer encore une fois quelqu'un qui fait un site, un faux site, vous vous connectez dessus, vous bougez votre souris, enfin quelque chose de drôle, vous restez un peu longtemps, vous bougez votre souris, il a votre pattern de mouvement de souris. Donc après, il peut l'utiliser contre vous. Idem pour les sites que vous visitez. C'est pas très compliqué de faire un virus, d'aller sur votre logiciel d'ordinateur et de regarder votre historique, savoir combien de temps vous l'avez fait et l'utiliser contre vous. Donc imaginons que cette fois-ci qu'on utilise toutes ces données contre vous, à un moment le système judiciaire il s'engrange et ça se retourne contre vous. D'ailleurs il y a un petit site click.click qui permet de voir en fait comment le navigateur trace nos actions. En fait quand on redimensionne la fenêtre, quand on passe la fenêtre en arrière-plan, quand on bouge la souris de temps de pixels, il indique au fur et à mesure. Avec un petit commentaire audio généré en même temps, c'est assez... D'accord. On voit vraiment qu'on peut être tracé de manière assez exhaustive. Voilà, exactement. Et donc là, pour terminer, je vais vous parler c'est une photo d'Anonymous. En fait, je vous parle d'un hacker, j'ai plus le nom, Andrés, je sais pas quoi, qui est un hacker brésilien qui est actuellement en prison au Guatemala. Lui, son métier, c'était d'influencer les présidentielles. Il l'a fait notamment au Panama, actuellement au Mexique pour Peña Nieto. Peña Nieto, hein, oui, c'est ça. Et lui, il faisait tout ce qui était un peu interdit, c'est-à-dire qu'il faisait des fausses rumeurs, il utilisait le hacking, il utilisait toutes les choses interdites pour influencer les présidentielles. Ses tarifs, il le dit publiquement, c'était entre 12 000 et 20 000 euros par mois, ce qui, je veux dire, c'est pas non plus énorme. Donc ce que je veux dire, c'est que n'importe qui maintenant, de mal intentionné, peut embaucher quelqu'un comme ça et retourner le système judiciaire contre vous, si vraiment on veut vous nuire. Merci de votre attention. Merci. Et vas-y, vous avez des questions? Quand tu dis influencer les élections, est-ce que c'était en créant des voix ou c'était en remplaçant des votes de certaines personnes qui existent? Non, c'était utiliser n'importe quel moyen possible pour influencer le vote public. C'est-à-dire, prenons un exemple, je sais pas, une affaire Fillon bis, tu vois, où on va prendre n'importe quel truc, même faux, on va le mettre sur les réseaux sociaux, on va utiliser les bons influenceurs, on va utiliser n'importe quel moyen, on va pirater leurs comptes, retrouver leurs images qui sont compromettantes, etc. Et on va le donner publiquement. Le piratage du DNC est ou pas un exemple de ce genre de manipulation en fait. On le saura probablement dans quelques années. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que vous parliez de toutes ces façons dont on peut créer des preuves au final? Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu un procès important ou même mineur dans lequel ce type de méthode a été mise à jour? C'est-à-dire où... A été mis au jour en quelque sorte, a été détecté? Pour l'instant, enfin, je ne me semble pas, je ne suis pas spécialiste. Je suis pas spécialiste. Il me semble pas... Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle?
Bah, c'est la question, ouais. Voilà. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un qui est un petit peu plus expert en droit, on va dire, de métier, aurait une définition de ce qu'est une preuve. Oui, j'en ai même pas parlé. Pour savoir comment on pourrait la modifier pour qu'elle arrive à comprendre ces modifications-là. Est-ce qu'il y a une définition formelle de la preuve? Après, ça dépend du support aussi, parce que quand on voit une bande vidéo ou c'est quelque chose qui doit refléter une réalité, une preuve. Donc c'est un élément matériel qui objectivement doit... je ne sais pas si c'est la définition du code civil, je ne pense pas, mais pour moi c'est ça. Après, tout va dépendre du support. Et c'est vrai que même les vidéos, je ne suis pas sûre qu'elles soient utilisées, les vidéos ou les bandes son, dans les procès en France. Alors, leur utilisation, je pense qu'elle n'est pas la même qu'aux États-Unis. D'accord. Après, ce que je n'ai pas parlé, mais je voulais parler, c'est qu'actuellement, il y a eu si vous voulez, les fournisseurs d'accès téléphone, donc SFR, Free, etc., utilisent, alors je ne sais plus quel process. Ce process a été piraté et maintenant sur Darknet, on peut acheter, quand on a un peu sur les sites un peu spécialisés, on peut acheter des accès prioritaires sur ces compagnies téléphoniques et c'est utilisé notamment pour quand vous voulez faire un gros virement, généralement ils appellent la personne. Donc ces gens-là reroutent les appels en fait et vous ne savez jamais que vous avez eu l'appel et ces gens ont accès à l'appel. Donc on peut penser qu'on peut utiliser ces accès avec votre voix pour par exemple, je sais pas, quelqu'un meurt, on prémédite un meurtre, on veut le mettre sur votre dos, on va bien sûr l'appeler, laisser un message avec votre voix et les écoutes téléphoniques sont bien entendu des preuves. Exactement. Ça avait été utilisé d'ailleurs pour combattre le FA en fait. L'authentification à 2 facteurs. Oui, exactement. L'interception des SMS, quand la banque envoie un petit code ou certaines applications envoient un petit code par SMS, ils ont utilisé ça pour intercepter, donc se loguer et aller au-delà de ça. Vous avez parlé d'IA qui vont rediriger de la voix ou de la vidéo, mais est-ce qu'il existe des IA qui vont essayer de trouver des manières de contrecarrer ces IA? Parce que c'est pas l'IA justement qui est le meilleur outil pour justement contrecarrer d'autres IA. Bien sûr, alors c'est une bonne question. En France, il y a une société, j'ai oublié le nom, qui le fait pour les images. Après, je sais notamment, elle a prouvé, vous savez, quand il y avait eu une image de Ben Laden qui était mort, alors qu'il n'était pas mort, elle a prouvé que c'était fait sur Photoshop. Alors ça fonctionne par algorithmie. Je ne sais pas si elle est capable de contrer une IA qui fausse une image. En tout cas, quand c'était fait par un homme, elle s'en rend compte. C'est l'antidote que j'en fais les choses le système à l'inverse. Je sais pas comment ça fonctionne, c'est un peu privé, ça fonctionne avec le gouvernement français. C'est français et ça, je crois que ça fonctionne avec des probabilités de pixels de couche. C'est des algorithmes en fait qui ils voient en fait, ils se basent surtout sur les artefacts JPEG et la façon dont algorithmiquement ils devraient se répartir sur les images. Il y a pas mal de choses. C'est une boîte française par un ancien pilote de chasse de l'armée, il me semble, et c'est assez impressionnant ce qu'ils font. C'est ça, exactement. Concernant toutes les méthodes de tracking qu'il y a sur le net, sur l'historique, l'ordre, les mouvements de souhait, tout ça, est-ce qu'aujourd'hui il y a des moyens connus, efficaces pour contrer ce tracking, on va dire? Bloquer ou le fausser en envoyant des données bidons Alors, les données bidons, ça existe, il y a des plugins sur Chrome qui le permettent. Qui par exemple font un faux... en gros, quand vous visitez, c'est invisible, mais vous visitez plein de sites en fait de façon aléatoire. Après, je ne sais pas si... ça dépend bien sûr quelle est votre cible. En fait, c'est possible de se protéger. Après, si vous vous protégez de la NSA, je suis vraiment pas sûr. Ça dépend, ils ont quand même des moyens importants. Donc après, pour les mouvements de la souris, ça existe. Voilà. Exactement. Mais pour ce qui est des souris, les mouvements de souris, ça doit être à faire. Ça doit pas être très compliqué à faire. Quand on déplace la souris, en fait, de faire un mouvement aléatoire, ça doit pas être très compliqué à développer. Et après, pour ce qui est vraiment de tort, etc., c'est censé être incassable, ça l'est. Après, bien entendu, il faut que vous ayez acheté votre ordinateur au cash, d'occasion, c'est très compliqué. Il ne faut jamais faire d'erreur. Et un VPN? Les VPN, c'est craqué, c'est cassé. Pour la petite histoire, y a un gars qui gère une grosse partie du réseau Tor en Allemagne. Il a mis sur Twitter, sur un ordinateur portable qu'il avait dans un coffre-fort qu'il utilisait pour ces choses vraiment secrètes, il manquait une vis. Et donc il a désossé l'ordinateur, il a dégossé le disque dur. C'est à ce moment-là. Alors, dégossé le disque dur, pardon. C'est-à-dire il a rendu le disque dur inutilisable et illisible pour quoi que ce soit. C'est très compliqué à faire.
faut le démonter, il faut... Alors on utilise soit l'acide, soit on utilise après des... Enfin c'est très compliqué. Et pour revenir sur le VPN, il y a un chercheur français il n'y a pas longtemps qui a prouvé qu'avec 100 millions de dollars on pouvait algorithmiquement classer le VPN, parce qu'en fait la cryptographie utilise des nombres premiers parce qu'ils sont plus compliqués, on ne peut pas les diviser, c'est beaucoup plus compliqué. Et si vous voulez, ceux qui ont créé le protocole VPN, pour pas s'embêter au début, n'ont pas utilisé un grand nombre de nombres premiers, ils ont utilisé les 200 premiers, 300 premiers, 400 premiers. Et le chercheur français a prouvé qu'avec 100 millions de dollars, ce qui est très peu pour le budget américain, on pouvait tout de suite, il a été craqué. Est-ce que le blockchain serait pas une solution? Alors sur tous les contacts, toutes les connexions Internet. C'est-à-dire que n'importe quelle connexion serait cryptée. Est-ce que c'est faisable? J'en sais rien. Il ne me semble pas que ce soit ça le blockchain. Le blockchain, c'est plutôt au contraire, toutes les transactions sont publiques en fait. Oui, mais sécurisées par tout le monde en fait, qui sont dans le système. Oui, après tout le monde donne de sa puissance de calcul. C'est ça. Le blockchain consiste plutôt en fait à valider les dates et valider les transactions par une architecture distribuée. Et donc par exemple, tout le monde sur le blockchain peut vérifier qu'une certaine transaction a lieu à un moment particulier. C'est pour ça que la FinTech est très intéressée par le blockchain. Mais au niveau de la crypto, ce serait plutôt des algorithmes d'encryption partagée. Tor est un bon exemple d'un essai de ce genre en fait, où en fait, ils appellent ça l'oignon, mais c'est parce que en fait, les connexions sont petit à petit entourées de layers de crypto, et c'est ce qui se rapproche le plus de quelque chose de partagé à ce niveau-là. Peut-être une dernière question, et puis après on va enchaîner sur la deuxième présentation. Moi j'avais une remarque simplement, je me dis que l'analogie est encore de beaux jours devant tout à l'heure. Pardon, l'analogique, ouais. Enfin, tout ce qui est vidéo, pardon, en fait, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est son, en fait, un support analogique nous protège de ça. Alors les vieilles bandes, Qu'est-ce que c'est? Non, je sais pas. Je pense que on peut quand même les extraire, parce que c'est logique. Une dernière question. Oui, elles peuvent être numériser, voilà. À ce moment-là, peut-être modifier et classifier aussi. Ok. Petite question, Flavien, est-ce que tu as fait signer le droit à l'image avant qu'on ait eu ces... Ah c'est vrai, excusez-moi. Parce qu'à plus personne à voir. Et ben, je fais tourner. C'est de gérer en pose la question. Bien, voilà. La loi est contre l'environnement. Moi, c'est Arnaud Billion. Je travaille chez un éditeur, une grosse boîte américaine de l'informatique cognitive, éditeur de logiciels. Donc je vais essayer de taire le nom, mais probablement... Ça commence par un I, ça finit par un M. Voilà, sans fois C'était pour dire que, évidemment, mes propos n'engagent pas, puisqu'on est filmé, elles n'engagent pas mon entreprise. Je travaille sur ma mission concerne l'éthique des algorithmes, l'éthique de l'intelligence artificielle. On s'est doté comme ça d'une équipe qui essaye de réfléchir à ça. Et j'ai un sujet de recherche plus particulier qui concerne en fait dans une approche un peu conséquentialiste de l'éthique, de dire il y a ces technologies qui arrivent, quel est l'impact sur la réalité et notamment sur une réalité juridique. Donc moi je travaille sur un sujet en recherche, j'ai un peu de temps dégagé pour ça, qui est le droit d'auteur, pour le dire de manière très vulgarisée, le droit d'auteur des robots. C'est-à-dire vous avez des intelligences artificielles autonomes, sans intervention humaine, qui vous génèrent des artefacts, ça peut être des textes, des musiques, même dans les arts plastiques, avec des imprimantes 3D. Et c'est des objets typiquement qu'on protégeait historiquement par le droit d'auteur. On allait chercher qui a fait ça, tiens, toi tu as des droits. Voilà. Et le fait qu'on enlève cette personne humaine, ce quelqu'un dans le processus créatif, ça a posé la question de à qui octroyer les droits. Alors, je propose une méthodologie un petit peu différente. Voilà, donc moi j'ai préparé une séquence avec des parties, j'essaie de tenir des 20 minutes. Mais l'objectif, c'est quand même une participation. J'aimerais vraiment m'enrichir de vos réflexions à ce sujet-là.
Donc voilà mes phases en fait. Hein. C'est la premièrement décrire rapidement cette nouvelle donne technologique. Je sais qu'on a ici des technologues. Deuxièmement, faire un résumé du droit d'auteur. Je sais qu'on a aussi des juristes, donc ça tombe bien. La troisième chose, c'est d'appliquer les règles du deuxièmement au premièrement, c'est-à-dire voilà, cette nouvelle donne technologique, si on applique les règles du droit d'auteur, quelles sont les solutions juridiques qu'on a et qu'est-ce qu'on va avoir comme, a priori comme régulation de ces phénomènes. La quatrième phase, c'est de regarder dans ces régulations, est-ce que ça pose des problèmes éthiques, des problèmes intellectuels en fait, hein, dans les solutions qu'on va obtenir. Et la dernière phase, c'est d'imaginer la suite, ou imaginer qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce qu'il faut interdire toutes ces technologies, est-ce qu'il faut changer tout le droit, est-ce qu'il faut pas réfléchir, foncer et puis voir ce qui se passe, etc. Alors, donc ça c'est mes séquences, vous avez compris, c'est les phases hein, qu'on va essayer de suivre. Et pour chacune de ces phases, moi je vais simplement mettre on dirait statement, mais vous voyez, je vais poser une affirmation que je vous inviterai vraiment à critiquer, sur laquelle vous pouvez construire selon votre expertise, votre avis, votre sensibilité. Voilà, j'espère que vous aurez aussi des contradictions à m'apporter, parfois certaines affirmations sont un peu provocatrices, et j'espère comme ça que collectivement on va avancer dans la réflexion. Voilà. Puis si vous n'avez rien à dire, c'est moi qui parlerai, je peux meubler, j'essaie de pas trop vous ennuyer. Alors, ma première phase, donc je vous rappelle, c'est le périmètre hein, de cette nouvelle donne technologique, des intelligences artificielles. Et mon affirmation, c'est ça, c'est les robots deviennent aussi intelligents que nous, et donc ils sont capables de créer les mêmes choses que nous, les mêmes objets artistiques que nous, si on prend l'exemple de l'art. Voilà. Donc déjà, est-ce que les technologues seraient d'accord pour dire les robots deviennent aussi intelligents, et donc ils créent le même type de leur création autonome, hein, sans intervention humaine, c'est le même type de création que nous on pourrait effectuer. Est-ce qu'il y a un avis là-dessus? Alors déjà, qu'elles deviennent aussi intelligentes que nous, je suis pas trop d'accord. Enfin, ça peut oui, mais on va dire que l'IA actuelle apprend à partir de ce qu'on fait déjà. Elle enrichit ses patterns avec ce qui existe déjà, et elle essaie on va dire, de reproduire quelque chose à partir de ça. Donc, globalement, au minimum, ce sera quelque chose qui ressemble déjà à ce qui existe déjà. D'accord. Rien de nouveau? Alors, ils font rien de nouveau? Pour l'instant. Pour l'instant, moi, je vais rajouter un truc, justement, au niveau technologique, aujourd'hui, ce qui manque aux IA, à toutes les IA, c'est la notion d'intention, en fait. Aucune IA que je connais n'a d'intention propre. Il n'y a pas l'intention, d'accord, ça on va le voir, c'est un critère intéressant pour la qualification juridique après. Il n'y a pas d'émotion, hein, voilà. Quand on désigne un art abstrait ou non, peu importe, je ne suis pas dans cette catégorie-là, mais on dit qu'il y a toujours une émotion qui est ressortie par l'artiste dans son œuvre, que ce soit la colère, la joie, la tristesse, etc. Oui. Et, ça peut être difficilement représenté par une machine, je pense. Oui, si on prend l'œuvre d'art, voilà, il n'a pas souffert comme ça pour nous. Chez les écrivains, il y avait Maupassant, je ne écrivais très facilement comme ça. Balzac était un laborieux, il fallait vraiment qu'il se fouette pour sortir quelque chose. Et donc cette notion de sueur, d'aller chercher, alors, je prends deux exemples d'auteurs romantiques un peu exprès, vous voyez, voilà, c'est l'IA n'a pas ça, c'est ça qu'on peut vous... C'est ça. Après, il y a une vidéo aussi qui est assez représentative, c'est une machine qui essaye simplement de ramasser un carton, et il y a une personne à côté qui pousse le carton sans cesse, à chaque fois. Et du coup, la machine, elle se rapproche, elle essaye de ramasser le carton, etc. Donc nous, émotionnellement, on dit « Oh, le pauvre, il va mettre du temps à ramasser. » Enfin, disons que c'est méchant d'agir comme ça, le mec qui pousse le carton, etc. Alors qu'au final, c'est une machine, il n'a pas d'émotion. Mais nous, on lui prête des émotions. Voilà, on lui prête des émotions juste parce qu'il a une apparence humaine. On empathise avec les machines, voilà. C'est bien en haut de Boston Dynamics. Ouais, voilà. Alors, oui. Moi, je vais, puisqu'il y a des réflexions... Ah, mais je t'invite à faire ça, oui. Il y a des réflexions qui disent que ce n'est pas possible. Moi, je vais prendre la considération que c'est totalement possible et dire, voilà, prenons une machine qui a des émotions, qui construit une œuvre d'art qui est totalement nouvelle, qui invente un mouvement artistique, même si on veut, qui a une intention, etc. Et je vais du coup rappeler, il y a un auteur qui s'appelle... j'ai perdu son nom, qui écrit de la reproductibilité des œuvres d'art à l'ère de la...
à l'ère de... à l'ère de la reproductibilité technique. Ouais, les œuvres d'art à l'ère de la reproductibilité technique. Walter Benjamin. Voilà. Et il parle d'un terme qui s'appelle l'aura. Et lui, il parle de l'aura des œuvres d'art. L'aura, en fait, c'est uniquement la sensation qu'un humain ressent de leur unicité. Et à partir du moment où elle est reproductible techniquement, elle perd cette aura dans ses reproductions, mais l'original garde cette aura parce que c'est l'original, parce qu'elle est unique. Et juste le fait qu'elle soit unique lui donne sa qualité d'œuvre d'art, d'après cet auteur. Et pas du tout d'autres critères esthétiques qui, eux, sont subjectifs et propres à chacun. Et c'est vrai que, si on regarde très objectivement, tout le monde a ses sensibilités. Je pense que toute œuvre d'art au monde, il y a eu au moins une personne qui la trouve belle. Si on exclut du coup ce critère qui est complètement subjectif, la seule chose que toute œuvre d'art a en commun, c'est le fait d'être unique au départ. Ça marche pour les arts plastiques. Ça marche pour les arts plastiques. La littérature en soi est reproduite. Il n'y a pas d'unicité de... Le texte de départ, si c'est un bouquin, il peut être réécrit, mais il est réécrit à l'identique, mais on va dire que le manuscrit original. Alors le manuscrit original, mais surtout le texte original. Si par contre tu prends le texte et que tu modifies 2-3 phrases, c'est plus le texte original, c'est une reprise, et là il perd cette aura. Alors là j'ai quelque chose à dire là-dessus. C'est l'art, oui, en fait il y a des catégories. Hein. Et d'ailleurs le droit, si vous voulez, les Anglais ont dit, quand ils ont inventé le droit d'auteur, disons avec le statut d'Anne, c'était à la fin du XVIIIe siècle, ils ont dit, enfin ils n'ont pas inventé le droit, ils ont inventé le copyright. Ils ont dit, bon, on va dire qu'il y a des œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres artistiques, voilà, et puis on regarde l'objet de la protection, on va voir si ça rentre dans une des boîtes, voyez. Alors si ça c'est une œuvre littéraire, je dirais que, et effectivement avec la photographie il y a quelque chose de nouveau, et Walter Benjamin explique ça, c'est, il y a l'aura qui a changé, enfin il y a eu beaucoup de choses, et notamment cette œuvre, cette photographie que vous avez prise, elle est vouée à être produite, elle est par conception. C'est pas, vous sculptez quelque chose, vous passez des heures, on peut le reproduire, on peut l'imiter, on peut le peindre, on peut sculpter la même chose. Mais c'est pas la conception, c'est pas... Voilà, là vous avez le négatif, vous le reproduisez. Donc il y a une proximité beaucoup plus forte, intellectuelle beaucoup plus forte de certaines œuvres, vous voyez, et dans le numérique là c'est flagrant, c'est quand vous écrivez un texte sur votre ordinateur, copier-coller, c'est vraiment quelque chose qui est où l'idée de reproduction est très proche. Pour la photographie d'ailleurs, ce n'est plus en général la photographie elle-même qui a de la valeur, c'est la signature du photographe qui sera apposée derrière ou son identité. Voilà. Alors oui, le photographe, quelle est sa... Ils se sont posé la question, quand, à l'apparition de la photographie, on s'est dit, non, on ne va pas protéger ça par droit d'auteur, parce que franchement, où est l'expression de la personnalité de l'auteur voilà, lui, il fait qu'appuyer sur un bouton, et un singe pourrait le faire. Et en fait, il y a eu quand même du lobbying, et puis on a réfléchi plus. On a dit non, quand même, l'angle et la prise de vue, c'est quand même une technique, ça peut être de l'art. On dit ça. Et cette réflexion, si on la prolonge, on va dire le robot qui crée, qui prend plein de photos. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec tout ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que les intelligences artificielles vont créer plus vite beaucoup plus d'œuvres diverses, imprévisibles pour nous. Alors évidemment, ce n'est pas aujourd'hui forcément, et dans un énorme volume. Et je veux dire, un robot photographe pourrait prendre des photographies d'une foule, pourrait vraiment prendre des photographies d'une foule, beaucoup plus qu'une équipe de photographes finalement. Et donc ça pourrait être aussi des nouveaux types d'œuvres qui apparaissent, d'œuvres créées par la robotique, créées par l'informatique, ce serait des nouvelles typologies d'œuvres d'art. Alors on appellerait ça de l'art. Voilà. Donc on arrive à... Donc merci j'avance un peu, hein, donc merci d'avoir participé. La deuxième question, mais j'espère que vous continuerez, c'est la question du qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur. Tout le monde n'est pas juriste de propriété intellectuelle ici, on peut en redire quelques mots. Et je sais qu'en revanche, il y en a un ou deux qui sont très bons, alors ils se feront un plaisir de me contredire. Je fais ça très simple. En fait, ce qui se passe, ce que fait le juriste qui s'intéresse au droit d'auteur, il dit voilà, il regarde, comme je l'ai dit un petit peu dans une approche anglaise, bon, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est un roman, c'est une photographie, c'est un film, c'est une performance artistique. Il regarde si ça entre dans la définition, dans son pays, de l'objet du droit d'auteur. Alors en France, on a une approche très ouverte, on dit tout ce qui est création intellectuelle, ça peut faire... Alors là, en général, en France, ça marche. Hein, la deuxième chose qu'il fait, il dit bon, est-ce que c'est original ? Est-ce que c'est original ? Alors, confère le brevet, on demande à ce que ce soit nouveau, là on demande que c'est original. Et notamment la question c'est est-ce que ça
Alors, la question française, classiquement, c'était est-ce que ça, on voit un peu l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est ça la question. Vous voyez qu'avec les robots, on est mal barré, parce que l'empreinte de la personnalité du robot... mais bon... voilà. Et si on était dans quelque chose qui avait l'air d'être protégeable, une création intellectuelle, si c'était original, dans le sens en fait de nouveau, hein, même si les juristes n'aiment pas dire ça, mais à la fin si vous refaites la même chose, exactement la même chose que quelqu'un d'autre, on va se demander plutôt que si vous n'avez pas contrefait, c'est autre chose. Vous voyez, si c'est nouveau, on va se dire bon allez, ça mérite la protection. Et la troisième démarche qu'on fait, c'est on se dit bon, c'est une œuvre d'art, une création intellectuelle, c'est original, qui l'a fait? Alors regarde, il y a un auteur ici, c'est vous l'auteur, bah, c'est toi qui as les droits. Si ça n'entre pas non plus dans une des exceptions, si c'est pas seulement une idée. Voilà ce que fait le juriste en gros. Et après il dit, bah, j'ai bien ce truc-là, je connais l'auteur, j'ai un régime qui s'applique. Alors c'est quoi les régimes? C'est que vous n'avez pas le droit de recopier, vous savez, hein, vous n'avez pas le droit de reproduire ça, vous n'avez pas le droit de le vendre si c'est quelqu'un d'autre qui l'a produit. Voilà ce qu'on fait un peu en droit d'auteur. Je signale que ce raisonnement en fait est circulaire. Il a l'air d'être bien foutu, mais en fait il est parfaitement circulaire. C'est-à-dire que original se réfère à l'auteur. C'est-à-dire est-ce qu'en gros on voit la trace de l'auteur? L'auteur c'est qui? C'est celui qui a fait l'œuvre, d'accord? Et l'œuvre, est-ce que c'est vraiment une œuvre? Bah, c'est une œuvre si elle est originale. Donc en fait cette apparence de rigueur intellectuelle, c'est une illusion. C'est-à-dire c'est bien pratique pour raisonner. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est, selon les enjeux financiers, ce que fait le juge, hein, c'est qu'il regarde, bah, il y en a un qui a fait des efforts, il aurait pu gagner de l'argent, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné de l'argent, et puis il va juger avec ses outils un peu juridiques, intellectuels, il va prendre une décision, peut-être orientée par des motifs économiques, des motifs d'équité, des motifs que sais-je. Là, c'est les avocats qui sont ici qui pourront nous éclairer. Voilà. Donc ça, c'était rapide. Alors, mon affirmation, là, c'est ce droit d'auteur... alors ça c'est d'après. Voilà. Mon affirmation ici, maintenant, quand on applique ce régime aux nouvelles créations, c'est seul un humain peut donc être un auteur. Et si c'est pas un homme, si c'est une machine, bah on va chercher simplement la personne qui a mis de l'argent. On va chercher l'investisseur, celui qui a investi dans le robot, voilà, et puis on va lui donner les droits d'auteur. Est-ce que ça vous va comme solution? Et je vous demande d'ouvrir votre cœur, votre sens de la générosité, de l'équité, vous voyez, et de dire, est-ce que ça me va? Si Google, par exemple, dit, bah, je vais écrire tous les romans en anglais, enfin tous les textes de 10 000 mots qu'il est possible d'écrire en anglais, automatiquement, et donc, bah oui, Google est propriétaire de ça. J'ai pas dit mot Google, hein, ce serait dire du mal d'un concurrent. Oui, pardon, alors il y avait un premier Il y a un cas sur Amazon, il y a un monsieur qui a développé un algorithme qui a écrit 200 000 bouquins qui sont sur Amazon, donc il prend je ne connais pas le droit de la propriété intellectuelle, mais il prend des morceaux de livres et il fait plein de livres, je ne sais pas comment ça fonctionne, et il a 200 000 livres et il gagne tout l'argent de son livre. Voilà, il les vend et il vend. Après c'est autorisé tant que c'est pas interdit. Alors vous vous dites, c'est ok, soyons pragmatiques. Non. Alors, moi j'ai peut-être une nuance à mettre parce que si on dit que les robots, ça peut pas être ça peut pas être eux les créateurs, je pense qu'il y a une nuance à mettre qui est celle dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a une nouvelle approche qui se développe petit à petit qui s'appelle l'intelligence artificielle développementale, dont le but est justement de donner une personnalité unique à un robot. Et donc qu'à la fin, cette intelligence artificielle, ce robot, soit capable de produire quelque chose, on va dire, d'unique, qui a une patte. Et du coup, on peut peut-être considérer qu'il n'y a pas toutes les intelligences artificielles qui sont capables de produire quelque chose en restant l'auteur, mais qu'il y en a certaines, en développant une personnalité, elles pourraient avoir cette empreinte de personnalité. Tu dirais que la patte, est-ce qu'elle est objectivement dans l'œuvre, ou la patte, c'est l'humain qui regarde et qui dit tiens, là il y a une patte? C'est le fait que le créateur, ici l'intelligence artificielle, disons, qui a fait l'œuvre, ait une histoire qui est unique, qui ne peut pas être répliquée juste en copiant-collant l'algorithme. Ce qui est le cas de l'intelligence artificielle développementale aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une œuvre singulière? C'est une œuvre singulière qui a été créée par un individu singulier. Un individu qui est là numérique, mais qui est singulier parce qu'il a une histoire unique, qui ne peut pas être copié-collé. D'accord. Alors pas d'accord du tout, mais j'entends. Voilà. Non, pour moi, on ne peut pas, enfin, voilà, je veux vous dire ma conviction. Il n'y a pas un robot juge, il n'y a pas un individu numérique, il n'y a même pas un robot. Vous voyez,
le robot, j'enlève le bras, j'enlève la tête, derrière c'est des fils, il y a un écran, je regarde les algorithmes, il y a du code, ça tourne dans le cloud, il y a des jeux de données, voilà, enfin, c'est pas magique. Je pense qu'il y a une différence entre notre regard, où on a tendance, c'est connu, on voit un nuage dans le ciel, on voit une forme, vous voyez, on regarde un robot qui écrit des romans, on dit tiens voilà le Victor Hugo 2.0, et puis tiens voilà tes droits d'auteur. Et moi je pense qu'il faut déconstruire tout, il faut dépasser les apparences, il faut refuser ça. Moi je rejoindrais Fabien sur ça, parce que effectivement la plupart des IA c'est ça, on va juste avoir des bouts indépendants qui n'ont pas vraiment de cohérence entre eux. Mais par contre effectivement il y a des approches qui n'existent pas vraiment encore aujourd'hui, mais qui tentent d'aller vers ça, où en fait on va vraiment avoir un ensemble d'expériences du monde qui vont être compilées dans une forme d'intelligence. Et cet ensemble d'expériences du monde, on ne peut pas le découpler en fait, c'est un tout. C'est comme une entité qui est en fait une sorte d'éponge qui va absorber des expériences comme nous on fait, et qui va créer une sorte de tout unique. Voilà, je pense que c'est de ça que Flavien voulait parler, et je pense que c'est différent des intelligences artificielles. Et je pense qu'une question intéressante, c'est à partir de quel moment une intelligence artificielle passe d'une sorte de chose qu'on ne peut pas vraiment appeler intelligence à quelque chose d'unique, à un individu singulier, comme tu disais, peut-être. Individu, unique, Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut clarifier une intelligence artificielle, je veux dire, qui a été conçue par un développeur, comme étant une œuvre d'art, créée directement par le développeur. Par exemple, je veux dire, moi je travaille dans le développement de logiciels, et le logiciel est déjà soumis aux droits d'auteur. Donc de ce fait-là, je veux dire, c'est simplement des boutons, etc. Mais étant donné que l'intelligence artificielle est menée à être capable de réaliser, on va dire, des tâches humaines, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle même est une œuvre d'art même, tout simplement ? Une création du développeur, entre autres. Oui, alors en droit, oui. Donc ça deviendrait... Les avocats vous diront c'est un objet du droit. Ça reviendrait à être l'œuvre d'art d'une œuvre d'art d'un auteur. Une petite mise en abîme. Nous sommes nous-mêmes des œuvres d'art de quelqu'un d'autre, alors je pense. Il y a un petit bouquin qui s'appelle Lorsque j'étais une œuvre d'art. C'est exactement ça, c'est un être humain qui devient une œuvre d'art en se créant lui-même comme œuvre d'art. Et du coup, il y a cette double... Inception. Voilà, cette inception des œuvres d'art, c'est ouais. Donc là, c'est de bonnes questions. Alors moi, j'ai identifié des problèmes, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Enfin, des problématiques, attention. Est-ce que... Alors, il y a aussi, il y avait une blague il y a quelques années, c'était une boîte Cantis qui disait, nous on a écrit 80% des textes qu'il est possible d'écrire en anglais de, je ne sais plus combien de mots, 10 000 mots. Voilà. Donc si vous voulez... Alors, ça c'est la question du domaine public immatériel, du fonds commun ou des idées. La numérique a ceci d'intéressant avec l'histoire de la reproductibilité technique, c'est-à-dire que vous ne créez plus une expression singulière dans le champ de la connaissance. Le numérique, c'est capable potentiellement de créer toutes les expressions, ou la plupart des expressions possibles, que ce soit des photographies. Si vous dites je vais faire une photographie du Mont Blanc, si vous envoyez des tas de drones qui prennent des millions de photographies du Mont Blanc, probablement vous êtes capable de faire quasiment toutes les photographies du Mont Blanc qui sont possibles de faire. Voilà. Et la question, c'est si vous dites que ça, c'est des objets de propriété pour celui qui a investi, c'est bien, mais ça veut dire que c'est l'appropriation, c'est ce que j'appelle l'appropriation du réel, d'accord ? C'est la captation de valeur sur les idées. Là, vous empiétez sur le domaine public. Oui ou non ? Pas trop d'accord ? Si, mais du coup, là, il manque l'ingrédient dont tu parlais tout à l'heure, qui est de l'intention. La personne, donc ce qui peut être considéré comme une œuvre d'art, pour moi, c'est l'ensemble de toutes ces photos mises ensemble comme un tout, puisque l'intention du gars qui a investi, c'est d'aller prendre 1 million de photos de ce Mont Blanc, mais pas chacune des photos en tant que telle. Et dès que tu prends une photo et que tu l'extrais du tout, elle peut redevenir une autre propriété. Et donc il y a peut-être un nouveau champ juridique à ouvrir sur une globalité de choses. On pourrait dire que effectivement, l'investisseur est propriétaire de cette œuvre qui consiste à prendre toutes les photos possibles du Mont Blanc, mais pas de chacune des photographies prises indépendamment. Elles n'ont aucun intérêt indépendamment parce que... C'est qu'elles n'ont pas... C'est ce que tu disais sur
n'y a pas de robot, et que c'est nous qui projetons oui. nos idées là-dedans, il n'y a pas la possibilité de prendre toutes les photos du Mont Blanc. C'est oui. pas possible en fait. Non, bah, je sais pas. Alors, l'intention, tu veux développer ça? Ça a d'intérêt que parce que c'est la démarche qui est intéressante. Ce serait de prendre 1 million de photos du Mont Blanc, c'est intéressant en tant que démarche. Mais les photos en elles-mêmes, c'est une petite part dans tout, mais elles n'ont aucune valeur. Oui. Peut-être qu'on est aussi à la fin du droit d'auteur, c'est-à-dire on dit, bon, avant on protégeait les créations intellectuelles, les œuvres, etc. Maintenant qu'une vulgaire machine peut le faire plus vite et mieux, bah, on ne sait plus... Alors, moi la question que je me pose après, mais ça c'est pour élargir le sujet, c'est de dire, en fait, fondamentalement, qu'est-ce qu'on essayait. Donc, je vous ai dit, invention du droit d'auteur au XVIIIe siècle. Au Moyen-Âge, les gens ne signaient pas forcément leurs œuvres, et puis on était dans une théorie de l'art, théorie de l'imitation de la nature, c'était le Dieu qui créait, et vous, si vous étiez un intellectuel, vous écriviez des choses, vous ne faisiez qu'exprimer des idées qui appartiennent à tout le monde. Vous voyez, vous n'aviez pas spécialement une propriété là-dessus. Par contre, il y avait une philosophie contractualiste qui dit, toi, tu as passé du temps à écrire, tu n'as aucun droit de propriété là-dessus, c'est bien évident, mais la société a une dette envers toi. Donc elle va quand même te payer, et donc on va dire, bah, tu as le droit de contrôler quand même le business un petit peu autour de ce que tu as écrit. Donc il faut regarder cette histoire longue, mais moi pour ouvrir un peu la réflexion, qu'est-ce qu'on veut pour demain? Est-ce qu'on veut... Alors je dirais, le droit, ce qu'on cherche, si on oublie le droit d'auteur, en plus on m'a signalé tout à l'heure c'est très vrai que le droit d'auteur en France n'est pas du tout la même conception aux États-Unis, dans les pays de common law, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut assurer un droit de propriété? Est-ce que vous croyez vraiment à ça? C'est-à-dire, je suis propriétaire, j'écris un morceau de musique, c'est ma propriété fondamentalement, comme c'est ce qui me différencie d'un esclave finalement, c'est que je suis propriétaire des fruits de mon travail. Et si j'étais un esclave, quelqu'un me fait bosser, ça appartient à quelqu'un d'autre, je suis un homme libre, donc je crée quelque chose, ça m'appartient. Est-ce que vous croyez à ça? Ou est-ce que finalement le droit d'auteur c'est un mot qu'on met sur des systèmes de normes pour équilibrer simplement des rapports de force économique? Oui, ou autre chose encore, oui. À ce niveau-là, je pense pas qu'on parle uniquement du droit d'auteur, mais aussi du droit moral, qui est très français en son application en fait, qui est justement le droit de la propriété à l'œuvre. D'être désigné comme étant l'auteur de l'œuvre, que l'œuvre ne soit pas détériorée par quelqu'un, etc. Ouais, c'est le droit moral, ça, tout à fait. Et à ce niveau-là, je pense que l'ego se voit plus dans le droit moral que dans la propriété intellectuelle. Pour toi, c'est important de préserver l'intégrité des œuvres? Bien entendu. Bien entendu. Ça vaut quelque chose, enfin, c'est important. En tant que photographe, oui, j'ai eu des photos qui ont été reprises et détournées de leur but original. Ça t'a embêté? Ça t'a agressé toi ou ça a agressé finalement ta personne sociale, mais pas plus? Enfin, ou intimement, si je détourne ton œuvre, j'ai tort, est-ce que ça t'attaque toi dans ta personnalité? Est-ce qu'il y a un lien entre l'œuvre et l'auteur? Ça dépend ce qu'on en fait en fait. Réellement, ça dépend au final. J'avais fait pour un exemple, mettons que j'ai fait des photos de la Gay Pride et que la manif pour tous les reprenne. Je ne serais pas nécessairement d'accord. Pour moi, c'est un dévoiement en quelque sorte du but de la photographie, du but de ma création. Et pour moi, si typiquement ils recadrent la photo pour un détail un peu scabreux ou quoi que ce soit, ils disent il n'y a que ça, alors qu'en fait, la photographie que je prends, l'œuvre que je publie, il y a un cadrage, il y a une lumière, il y a une intention réellement. Oui, c'est une intention qui est dans l'œuvre. Enfin, elle est là-bas, elle est à l'origine de l'œuvre. Et parce que la société te respecte, tu attends aussi qu'elle fasse respecter cette intention qui a donné naissance à quelque chose. Tout à fait. Mais ça, après, c'est très franco-français, le droit moral tel qu'il est appliqué. Pas tellement. La Convention de Berne et après les États-Unis, ils ont un peu triché. Je suis d'accord. Mais c'est une notion, le droit moral, qui a retenu l'attention quand même au niveau international. Merci. D'autres. Moi, il y a la création personnelle aussi, parce qu'on va de plus en plus faire du mode collaboratif, consommation, partage de ces créations-là. Donc, tout ce qui est open, on va dire, crowdfunding, crowdsourcing, etc. Oui. On crée beaucoup plus de choses maintenant à plusieurs. Donc, où va aller justement la création personnelle, donc l'auteur qui va avec. C'est une conception très médiévale d'ailleurs de la connaissance. Enfin, on retourne, et c'est intéressant de voir comme les philosophies
disons, open source et voilà, du philosophe du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, se rejoignent en fait. On est sur les mêmes notions. Ouais. Un droit d'auteur par rapport à ça, d'ailleurs, désolé encore de prendre la parole, il y a la différence entre une œuvre collective et une œuvre collaborative. Une œuvre collaborative, on peut dire de qui a fait quoi, les droits d'auteur s'appliquent normalement, alors que l'œuvre collective, on ne peut pas déterminer qui a fait exactement quoi. L'œuvre appartient à la collectivité ou souvent à l'employeur. Et ça, la question se pose souvent dans les jeux vidéo. Moi, je souhaiterais juste rebondir de ce que tu dis, Virgile, parce qu'il y a juste quand tu prends Marcel Duchamp qui arrive et qui dit ce qui fait l'œuvre, c'est le regard du spectateur. Ton questionnement par rapport à toi, tu prends une photo, tu n'es pas propriétaire de la façon dont les gens vont... En fait, ta photo qui est prise, chaque personne qui la visionne va avoir sa propre interprétation de ton œuvre, en fait. Et en fait, ça se démultiplie par individu en fait, qui visionne ta photo. Tu vas avoir un nombre X d'œuvres, finalement. Ah oui, tout à fait. Mais c'est typiquement le droit moral, c'est si on recadre la photo sur un détail en particulier en disant ils sont moches, ils sont méchants, ils sont quoi que ce soit, là ça reste une interprétation, même d'un détail. Moi c'est, voilà, la personne interprète ce détail-là suivant son background. Ouais. Finalement, l'œuvre, une fois qu'elle est produite, elle ne t'appartient plus en fait. C'est ça aussi le questionnement, il est là, quoi. Le questionnement, c'est comment ça vit dans un système capitaliste surtout. Enfin, il y a un problème social, il y a une question sociale, l'appropriation de biens. La loi Hadopi, c'est des puissances économiques qui ont les moyens de faire pression sur un parlement pour faire passer des lois et qui ne fonctionnent pas. Il y a la question de la qualité. Est-ce que l'art c'est démocratique en soi? Est-ce que la démocratisation de l'art ça permet d'augmenter la qualité ou de la baisser? C'est plein de questions tendancieuses en fait, et ce débat il peut durer toute la nuit, je pense. Oui. C'est pour ça qu'il est pertinent. Chef, top. Merci à vous. Merci. Alors, moi, donc je m'appelle Chelsea Brissi, je suis avocate ici depuis près de 5 ans. J'exerce en droit des affaires depuis un peu plus de 7 ans. Et donc, je vais vous parler des interférences entre intelligence artificielle et le métier d'avocat. Alors, en pratique, l'intelligence artificielle appliquée au droit, c'est essentiellement la rédaction de documents juridiques, des contrats, type, je sais pas, contrat client, contrat fournisseur, des statuts de société, quelle que soit la forme sociale, des pactes d'actionnaires, etc. Et c'est également l'automatisation de tâches basiques, répétitives, qui sont habituellement dévolues aux jeunes avocats ou aux stagiaires. Donc, la rédaction de documents juridiques, c'est essentiellement des sites type Rocket Lawyer aux États-Unis, Legal Start en France, je ne sais pas du coup si vous connaissez, j'imagine que oui, qui sont davantage des logiciels experts, mais bon, ils se classent quand même dans la catégorie de l'intelligence artificielle. Alors pour la rédaction d'actes simples, c'est amplement suffisant. C'est le cas par exemple d'une personne seule qui souhaite se lancer et créer sa start-up. Il va aller sur par exemple Legal Start en France, il va rentrer 2-3 informations concernant. Legal Start va générer toute la doc requise pour constituer sa société, va même l'accompagner dans l'accomplissement des formalités d'immatriculation au greffe compétent, et donc tout va très bien se passer. Là où ça se complique, c'est quand il va vouloir s'associer, parce qu'en fait l'association c'est un peu comme un mariage. Donc au début ça se passe très bien, mais quand ça se passe mal, que vous n'êtes plus d'accord sur la stratégie à adopter, les décisions à prendre, ou tout simplement vous n'avez plus envie de travailler ensemble, se séparer c'est compliqué, c'est comme divorcer. Et donc du coup c'est important en fait au moment de l'association de s'entourer des bonnes personnes et de bénéficier d'un conseil personnalisé, adapté,
pour pouvoir justement mettre en place des mécanismes de protection qui vont permettre aux start-upers de ne pas se retrouver sans rien quand il voudra se séparer du tiers investisseur ou même du proche qui aura apporté des capitaux pour contribuer au développement de sa start-up. Et donc c'est là en fait qu'on voit déjà les premières limites de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est que l'intelligence artificielle actuellement n'est pas encore en mesure d'apporter un conseil personnalisé, adapté à la situation du start-upper. Parce qu'en fait, finalement, chaque situation est différente. Comment dire, la stratégie adoptée va dépendre du profil du start-upper, du fondateur, de ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de se désinvestir de son projet? Est-ce qu'il a plutôt envie de garder la main de l'investisseur? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est un financier, un fonds d'investissement? Ce n'est pas les mêmes attentes. Ça va dépendre également des modalités de rapprochement. Est-ce que c'est un financement par la dette ou une entrée au capital? Enfin, tout ça, ce sont des questions qui sont traitées par un avocat et que l'intelligence artificielle n'est pas encore en mesure de traiter. Mais bon, ça va probablement venir. Donc du coup, alors, première question déjà, est-ce que vous avez vous-même déjà eu affaire à une legal tech du type de celle que j'ai citée tout à l'heure, Legal Start Moi, je suis en train de créer une société avec 2 associés et du coup, on s'est posé la question quand on a vu les prix de notre avocate nous proposait. Donc, on avait posé la question, on est allé voir sur internet un petit peu les prix en effet de la Legal Tech. Ouais. Et puis, ça rejoint bien ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a vu un peu ce qui était possible, on a vu les modèles de packs d'associés qu'on pouvait faire, etc. Et puis on a discuté, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de petites subtilités, de petites complexités du réel qu'il y avait entre nous, qu'il n'y avait pas ailleurs, etc. Qui empêchait totalement que l'algorithme puisse nous fournir le document qui a la bonne ligne, qui va faire la différence pour que ça se passe bien entre nous. Donc on est en train de passer par une avocate et finalement on est très content. Oui, effectivement. Non mais après je comprends, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est tout seul il n'y a vraiment pas de risque. Parce que de toute façon, avec soi-même, normalement, ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'après, à partir de... Oui, toujours. Moi, ça va. Mais c'est vrai qu'à partir de 2, on prend toujours un risque parce que... oui, c'est ce que je disais, c'est... au début, on est content, même avec des proches. Hein. Nous, on a vu des cas dans des familles, des proches qui se déchiraient, etc. Et c'est vrai que si à la base, on n'a pas blindé le protocole d'investissement ou le pacte, ou enfin... la doc qui est signée au moment de la constitution ou de l'association, ça peut être vraiment embêtant et il y a des fondateurs qui se sont retrouvés comme ça dépossédés de leur bébé. Et donc voilà. Donc, mais voilà, je pense que quand même à terme l'intelligence artificielle va permettre de se rapprocher, elle va évoluer et je ne sais pas si on arrivera quand même à ce qu'un avocat est capable de faire aujourd'hui, mais je ne sais pas, il faut voir. Peut-être qu'effectivement, en rentrant davantage de données, un algorithme pourra proposer un conseil personnalisé, je ne sais pas, du coup. Mais à ce stade, non, effectivement, c'est pas possible. Ouais, alors du coup, les autres limites que j'ai relevées, c'est les règles déontologiques qui pèsent sur l'avocat. On est soumis à un secret professionnel qui est hyper strict et bien encadré. Je ne suis pas sûre, je ne crois pas, qu'on puisse aujourd'hui crypter de bout en bout toutes les tâches qui vont être accomplies par un logiciel expert ou n'importe quel type d'intelligence artificielle. Donc bon, au stade de la Constitution, encore une fois, c'est pas très grave. Après, je sais pas, quand on commence à vouloir traiter des données un petit peu confidentielles, ça peut être embêtant. Et l'autre point, c'est la responsabilité civile professionnelle que l'avocat doit obligatoirement souscrire. Les legal tech aujourd'hui ne sont pas encore contraintes d'avoir une telle assurance. Donc si demain vous avez un problème avec un contrat que vous avez généré via Legal Start par exemple, ça peut être embêtant parce que du coup vous n'avez personne contre qui vous retournez.
enfin vous allez vous tourner contre les Grassstart, mais bon, ils n'ont pas d'assurance, enfin bref. Mais ça aussi, c'est en train d'évoluer. Je crois qu'il y a une charte qui est en préparation ou même qui est déjà en ligne, je ne sais pas encore. Mais bon, c'est un engagement moral, c'est pas une obligation que les Legal Tech ont. Et donc du coup, ce problème de la responsabilité fait écho à un fait divers intéressant que j'ai découvert dernièrement. C'est une intelligence artificielle qui a été développée par Microsoft, qui est à l'origine de près de 100 000 tweets qui ont été tweetés donc en quelques heures, et dont certains se sont avérés racistes et négationnistes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, c'est ça, taille. Et alors du coup, dans ce cas, c'est embêtant parce qu'on ne sait pas qui est responsable des propos injurieux qui ont été tenus par une machine. Est-ce que ce sont les utilisateurs qui lui ont soufflé des propos pour la machine, en fait. Pardon ? Elle apprenait d'elle-même. Enfin, ouais. Les utilisateurs proposaient des... c'est ça, ils lui faisaient répéter apparemment des choses. Donc c'est, on va dire, la communauté qui a parlé avec cette machine, qui a tenu compte de ses réflexions et qui pensait, enfin, je ne pense pas que la machine pensait, mais pour elle c'était normal, on va dire, de répéter des propos injurieux, etc. Du coup, Microsoft a coupé la machine pour ça, pour éviter de... Parce qu'elle disait n'importe quoi, ouais. Elle faisait qu'il répétait en fait ce qu'on lui disait. Donc c'était... Ouais, mais alors le problème justement, c'est qui est responsable? Est-ce que ça va être les utilisateurs qui lui ont demandé de répéter des propos jugés racistes ou négationnistes, ou est-ce que ça va être le concepteur qui n'aura pas suffisamment encadré les tweets, les possibilités de tweets du logiciel, de l'intelligence artificielle? Voilà, c'est compliqué, et là le Parlement européen est en train normalement de creuser la question, est-ce qu'on va créer un statut juridique spécial justement pour pouvoir gérer ces questions de responsabilité. Voilà. Pardon, si c'est pas indiscret, dans ce statut en particulier, est-ce qu'il y a eu déjà des drafts de faits ou c'est juste une idée qui est lancée comme ça? Alors il y a un rapport, mais bon voilà, c'est vraiment très récent, je crois que le rapport il date de mars, quelque chose comme ça, du mois de mars 2017 il me semble. Et donc oui, c'est à l'étude, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Oui, parce qu'au final, on demande à la personne qui crée l'algorithme de prévoir tout. Oui. Ce qui est le principe du coup de casser une IA, puisque une intelligence artificielle, on veut tendre à la polyvalence. Donc si on lui dit bah, tu vas être polyvalente, mais attention avec toutes ces interdictions-là, finalement... Ça reste des règles en fait. Ouais. C'est des limitations au final sur l'intelligence artificielle qui est un peu... Vis-à-vis de cet exemple, je sais plus où j'avais lu ça, j'avais trouvé que c'était une bonne façon de dire le problème, c'est que de dire que c'est comme un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, si on l'élève avec une famille raciste et négationniste, à 20 ans, il va avoir des propos racistes et négationnistes. Donc il faut élever les intelligences artificielles qu'on va mettre en route. Alors, c'est pas comme un enfant, c'est comme n'importe quel produit industriel que tu fabriques et on te demande d'avoir des normes de qualité parce que si le responsabilité lui fait des choses, enfin les juristes connaissent ça, et en fait, non, c'est pas comme un enfant, c'est comme un produit que tu vas vendre et si ce produit il te pète une rivière ou il te trucide des gens parce que t'as pas fait attention, bah, tu l'as trop vite mis sur le marché. C'est exactement pour ça que c'était une réussite en fait. Paradoxalement, le cahier des charges, c'est de faire une IA qui était adolescente. Et donc, il y a plein d'adolescents qui s'en sont servis pour avoir des propos un peu ironiques et cyniques, très ironiques, j'espère, pour la nourrir de ces notions-là. Et du coup, elle est devenue elle-même ironique et cynique comme les adolescents le sont, en fait. Donc, c'est horrible et en même temps, c'est une réussite. Tu peux pas dire qu'elle est devenue ironique et cynique dans le sens où elle sait pas qu'elle est ironique. Non, mais dans le sens... cahier des charges, c'est là où je voulais le dire. Le cahier des charges est atteint. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Elle, tout ce qu'elle dit, ça va. De l'extérieur, elle peut être perçue comme ironique et cynique. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que pour elle, c'était pas ironique comme le fait c'était une volonté. Elle n'a pas de sens moral. Oui, bien sûr. Elle n'a pas une intention d'ironie. Et est-ce que c'est pas là aussi du coup la différence avec l'enfant dans le sens où... Je parlais juste de la phase d'apprentissage qui aboutit au résultat. Moi seulement, pas du tout de dire que c'était un enfant qu'on avait mis dans Twitter. C'est vraiment juste pour la phase d'apprentissage.
En effet, je suis conscient que ça reste un produit, il faut la responsabilité. J'essaie de créer de la controverse, tu vois. Ok. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était que dans notre métier, l'intelligence artificielle permet également d'automatiser des tâches basiques qui sont généralement dévolues aux jeunes avocats et aux stagiaires. Ces tâches basiques étant essentiellement les recherches juridiques sur des points de droit précis, sur la base des textes applicables, lois, circulaires, règlements, etc. La jurisprudence, donc les décisions qui ont été rendues dans ce point de droit précis, et la doctrine. Alors, sur les recherches juridiques, il y a un outil dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est ROS, qui a été développé par IBM à partir de la technologie Watson. Donc ROS est spécialisé actuellement uniquement en droit de la faillite américain et il est basé sur le machine learning supervisé, c'est-à-dire qu'en fait, les juristes et avocats du cabinet dans lequel il est actuellement utilisé lui enseignent la matière et le corrigent pour qu'il s'améliore au fil du temps. Et donc son fonctionnement est simple, comme avec n'importe quel collègue, vous lui posez une question sur un point de droit précis et lui il va faire des recherches sur la base de toutes les informations qu'il aura emmagasinées en droit de la faillite américain. Donc finalement, on a aujourd'hui une machine qui est capable de faire des recherches, de rédiger une ébauche de mémo qui sera à destination du client. Ça reste une ébauche, c'est-à-dire qu'après, il faut quand même qu'il y ait la patte d'un avocat qui remette les choses en ordre et pour délivrer quelque chose. Mais déjà, au stade de la recherche, on a la possibilité d'automatiser quasiment toute la recherche. Et donc, une étude récente réalisée par un cabinet indépendant parle d'un gain de temps de 30%, ce qui est énorme. L'autre tâche régulière, généralement dévolue aux jeunes avocats, c'est l'analyse de la jurisprudence dans le cadre d'un contentieux. Et donc là aussi, on a une intelligence artificielle qui s'est immiscée là-dedans. On a par exemple Lex Machina aux États-Unis. En France, on a Caselaw Analytics et Predictis. Predictis étant pas mal utilisé actuellement par des avocats du barreau de Lille. Et donc c'est ce qu'on appelle la justice prédictive. La justice prédictive, c'est quoi concrètement? C'est une possibilité... la justice prédictive permet aujourd'hui, en s'appuyant sur des bases de données de décisions judiciaires, de déterminer la probabilité de succès d'un procès, est-ce qu'on a des chances de gagner ou pas, d'évaluer, de donner une fourchette de dommages et intérêts qu'on est susceptible d'obtenir, et même de donner des pistes de stratégie à adopter, le tout en fonction de la juridiction devant laquelle on va se retrouver. Voilà. Mais là aussi, à mon sens, l'intelligence artificielle a des limites, parce que sur un point de droit qui a fait l'objet d'une jurisprudence constante, c'est-à-dire on a des décisions qui sont les mêmes depuis des années, c'est assez facile, ça pose pas de problème. Mais dès lors qu'on peut anticiper un revirement de jurisprudence, à ce stade, l'intelligence artificielle n'est pas encore capable d'anticiper ce revirement. Je ne sais pas, par exemple, une modification des textes ou même des mentalités, là où l'avocat va pouvoir quand même anticiper et donc, le cas échéant, tenter un procès ou non. Parce qu'il y a des avocats qui se basent quand même sur les résultats de Predictis pour savoir ou pas s'ils tentent un procès ou non. Donc voilà, donc toutes ces tâches qui sont aujourd'hui dévolues aux jeunes avocats et aux stagiaires sont en passe d'être automatisées. Le secteur du droit n'est pas le seul concerné. J'ai lu pas mal d'études qui sont... on lit tout et son contraire. Il y a des études qui sont plus ou moins alarmistes, même très alarmistes, comme par exemple, je pensais à Richard Susskind, qui voit en fait dans l'émergence de l'intelligence artificielle
essentiellement une suppression massive d'emplois. On en a d'autres qui sont beaucoup plus tempérés. Par exemple, on a une étude de McKinsey & Co qui date de fin 2015, selon laquelle il y aurait seulement 5% des postes qui seraient susceptibles d'être intégralement automatisés. S'agissant plus particulièrement des métiers du droit, ce serait 23% des tâches d'un avocat qui seraient automatisables. Et on a également une étude un petit peu plus récente qui a été rédigée par 2 éminents professeurs américains, dont un est au MIT, qui parle selon laquelle seuls 13% des tâches accomplies par un avocat seraient automatisables. Voilà, donc c'est beaucoup moins inquiétant que les écrits de Richard Susskind. Comme je vous disais tout à l'heure, ces risques existent dans tous les secteurs, je crois, on en a discuté, chez les architectes par exemple. Est-ce que vous y avez été confronté dans vos secteurs d'activité Personnellement pas encore, mais on sait que les IA commencent à coder, donc je me pose la question. Ouais. Mais ouais, après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas, faut pas s'arrêter, je pense, à la destruction d'emplois que c'est susceptible de générer. Je pense qu'il faut voir la création derrière, les mutations. Sur ce point-là, autant je suis rassuré dans le sens où oui, c'est plus un mouvement qu'une destruction. Et après, est-ce que le mouvement n'est pas peut-être trop rapide et qu'on va devoir faire une formation de 5 ans tous les 5 ans pour s'adapter? Ouais. Est-ce que c'est malheureux ça? C'est sympa d'apprendre. Ouais, parce que les gens sont pas tous si t'es payé pour, oui. Et puis si on peut se décharger des tâches répétitives aussi, qui sont donc automatisables, pourquoi pas se concentrer dessus. Mais il y a toute une couche de métiers qui sont pas peu qualifiés, qui vont s'en exposer. S'ils se forment pas. S'ils se forment pas, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même de la formation. Dans une logique, on va se former pour s'améliorer. Je pense qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas encore prête à tout ça. On ne pourra pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la période de transition, tant et soit peu qu'à un moment elle se finisse. Mais c'est cette période de transition qui est très chaude, on va dire, parce qu'il y a toute une partie en effet des gens qui ne peuvent pas élever leurs compétences vers des choses qui sont plus créatives, par exemple, qui ne sont pas encore atteintes par l'intelligence artificielle, etc. Tous les domaines, des nouveaux domaines. Il y a un risque qui est souvent donné, c'est le risque de polarisation aussi. C'est-à-dire on se trouve avec une société avec des métiers, une partie de métiers hyper qualifiés, ceux qui savent comment parler aux IA et comment les fabriquer, et une partie de métiers pas du tout qualifiés, où là ça vaut moins cher d'envoyer des gens au casse-pipe plutôt que des robots. Et entre une sorte de gros vide où il n'y a pas grand monde et où finalement il n'y a plus d'emploi. Mais c'est un des risques qui est évoqué, un des scénarios possibles. Il faut savoir que le premier employeur aux États-Unis, c'est les camionneurs. C'est 3 600 000 personnes qui font ce métier. On est d'accord que de toute façon, les camions robots à intelligence artificielle vont arriver, c'est sûr et certain. Ils ont 10 ans, c'est sûr que ça arrive. Donc on a 3 600 000 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. À horizon 10-15 ans, très rapidement. En effet, je vois mal un camionneur devenir... Quoi 5 ans 5 ans, on est d'accord, mais moi je dis ça parce que... Et après, il y a un autre truc qu'il faut comprendre aussi, que j'ai appris. Il y a, aux États-Unis, pour faire l'armée, il faut avoir un QI au minimum de 83. Ça veut dire qu'il y a 15% de la population américaine qui n'a pas le droit de faire l'armée. Même en temps de guerre, même en temps de quelque chose. Ça fait des décennies que l'armée acceptait des gens qui ont pu un salaire inférieur à 83. Je dis pas que... etc. Et parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la capacité à apprendre, qu'ils faisaient trop d'erreurs. Qu'ils étaient juste bons pour faire des tâches répétitives et qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Donc si l'IA arrive et il fait qu'on doit apprendre de plus en plus, il y a une grande partie de la population qui n'aura pas cette capacité. Donc on va les laisser sur le carreau. Comment on finance, premièrement, et puis surtout... Qu'est-ce qu'on fait dans l'énergie? Il y a leur intelligence, mais aussi leur énergie. Exactement. Dans les métiers à la personne, par exemple, dans le tourisme, on voit cette transition depuis une dizaine d'années maintenant. Les automatisations des réceptions, les automatisations des OTA. On voit en fait ces métiers d'accueil et ces métiers au final de contact qui disparaissent dans les hôtels bas de gamme pour être recentrés sur les 4 et 5 étoiles. C'est vrai. Et encore en France, on n'aime pas trop ça, mais au Japon, plus il y a d'automates, plus ils sont contents et plus ils vont dans l'hôtel et plus ils adorent.
Ils font des publicités avec, par exemple, la machine à laver avec l'intelligence artificielle. Voilà, c'est leur truc, ils aiment bien le rapport à la machine. Ils ont beaucoup moins peur du rapport à la machine que nous. Ils ont un rapport à la machine totalement différent. Ouais, culturellement, l'âme, pour eux, elle peut aussi être dans la machine, etc. Il y a moins de distinction. Ils ont aussi un rapport à la vieillesse qui est totalement différent du fait du vieillissement de la population. Et donc, ces machines ont pu augmenter la qualité de vie des seniors là-bas. Et c'est un très très gros boost de recherche qu'ils ont actuellement. Enfin, de toute façon, je pense pas que ça va supprimer tous les emplois d'un coup, mais ça va supprimer en termes de masse statistique. C'est qu'il n'y a que les meilleurs qui vont rester, qui auront plus de productivité, qui feront plus qu'avant. Et donc en termes de masse, il y aura... en sachant qu'il y a quand même 150 000 personnes par an qui arrivent sur le marché du travail. Donc il faut les prendre en compte aussi. Si aux États-Unis, les dernières études montrent qu'il n'y a pas eu d'augmentation du nombre d'emplois. On a stagné depuis, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Donc comment on va intégrer cette nouvelle génération? Puis un problème d'apprentissage et d'accès à l'emploi. Si tu disais que les 13% c'était moins alarmiste que notre étude, mais si c'est les 13% de tâches dévolues pour les jeunes avocats, ils vont se concentrer sur autre chose. Et en plus, il y a quand même une logique de compagnonnage un peu dans le métier d'avocat. Quand les jeunes, on leur apprend le métier. S'ils ne peuvent pas rentrer dans les cabinets par ce biais-là, en fait, comment est-ce qu'ils vont devenir avocats? Donc ça a l'air d'être que 13%, mais si c'est un bouchon à l'entrée, sur les années suivantes, c'est catastrophique en fait. Il faut passer par là pour apprendre le métier d'avocat de bonne façon. Ils n'ont pas ce passage-là. Ou alors c'est une IA qui va leur apprendre, on va les mettre dans les salles. Ouais, c'est ça, il va falloir penser. Je dirais juste le scénario, on va dire, au scénario possible, le plus rassurant mais le moins probable, c'est qu'arrive au moment où si les machines savent tout faire, c'est un peu la théorie, je ne sais pas si quelqu'un connaît The Venus Project, où si toutes les machines peuvent faire tous les emplois, il n'y a plus besoin d'avoir d'emploi et on s'en fout. Si elles nous nourrissent, elles nous lavent, elles nous font... Mais je veux dire, après, à quoi bon avoir la course à l'emploi? C'est la course à l'échalote, quoi. Là, on est tellement dans un changement de paradigme qu'on ne peut même plus imaginer ce qu'on va vivre dans un monde qui fonctionnerait comme ça. Notre monde est tellement imprégné du travail et de l'emploi que moi personnellement, j'essaye d'imaginer ça, je me dis ok, on va tous être dans les loisirs, etc. Et puis au bout de 2 jours, je vais me faire chier. Et donc je ne veux pas vivre comme ça, donc qu'est-ce que je vais faire de mon énergie? Qu'est-ce que les gens vont faire de leur énergie? Non, je ne veux pas. La décorrélation de la création de produits et la création de richesses et de l'emploi du travail humain a déjà été faite. Les black, on parle ça des black factories en Chine, où là, c'est des usines dans lesquelles il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humain. Et quand on voit ça, je pense en effet qu'il y a un changement qui est en train de se faire et qui devra être fait, et je pense que sociétalement, ça sera beaucoup plus lent que technologiquement, de décorréler le travail et de recentrer justement sur l'épanouissement, sur potentiellement la création et faire que les personnes ne soient pas obligées de travailler, mais travaillent sur ce qu'ils veulent travailler en fait. Alors il y a eu quand même une période de l'époque qui se rapprochait de ça. C'est en Antiquité, on s'est rendu compte qu'il y avait les nobles, il y avait le clergé et il y avait le tiers-monde qui travaillait. Et ces deux entités vivaient sur le tiers-monde qui produisait. Et alors on pense que c'est comme ça que on peut se corréler que ça. Là il y a deux scénarios. Chez les Grecs, ça a donné un essor de l'intellect qui était génial parce qu'ils avaient que ça à foutre. Donc ils réfléchissaient. Après, il y a eu aussi des moments dans l'histoire où ça a donné l'oisiveté de la noblesse, Moyen-Âge, etc. Avec des gars qui finalement, enfin des gars et des femmes, une population qui ne foutait rien de sa vie et qui s'ennuyait profondément, jouait à droite à gauche. Et perdait beaucoup de son sens finalement. Et donc les guerres. Et donc des guerres, parce qu'on s'emmerde, on se fout. Tout à fait. Au niveau créatif, à l'époque, ça a quand même été... Moyen-Âge? Non. Ouais. Si. Après, au Moyen-Âge, il y a une création artistique assez impressionnante. Oui. Et bon, si cette création est possible... On continue à en parler devant le cocktail, en effet. Merci, Chem. Merci. Ah, je vais récupérer les... Ah oui, les petites fiches. Puis pour conclure, juste, donc merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, format un petit peu différent, un petit peu plus convivial, c'est assez sympa aussi. Donc on verra selon le temps que j'aurai pour organiser ces choses-là l'année prochaine. Peut-être qu'on fera un gros meet-up plus conférence de temps en temps et un petit meet-up plus discussion, réflexion aussi de temps en temps. C'est un format sympa.
Je pense donc qu'il n'y en aura pas en août, hein, je pense que sinon on sera vraiment pas beaucoup, c'est-à-dire je serai tout seul. Donc ça reprendra en septembre, fin septembre, début octobre dans cette zone-là pour un prochain meet-up. Je vous rappelle, s'il y a un thème qui vous intéresse plus qu'un autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi après je prends en compte, j'essaye de faire en sorte d'adapter les thèmes en fonction des désirs de chacun. Il y aura sûrement en début d'année qui est prévu un meet-up sur le rapport à la FinTech qui donnera un peu écho à celui-là justement, dans l'économie de service, qu'est-ce que ça vient changer. Donc là au niveau de la finance et de tout ce qui tourne autour de la finance, des assurances, des banques, etc. Mais voilà, il y a 12 mois dans l'année, donc n'hésitez pas à proposer des sujets s'il y en a qui vous intéressent. Bon appétit! Merci.